Good Morning Business, Business Today. Et Christophe, vous êtes avec Gilles Mouek. On a besoin d'un économiste pour y voir clair dans ce monde mouvant. Merci d'être avec moi à Davos. Évidemment, les chefs économistes, c'est une valeur précieuse en ce moment parce qu'on ne sait pas trop où on va. C'est un peu la tonalité générale. Les chefs d'entreprise qu'on croise ici sont plutôt confiants sur leur business, sur leurs marges, sur l'inflation, peut-être en voie d'être maîtrisée. En revanche, ils se disent qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tête. C'est un peu comme les Gaulois. Ils redoutent tout événement international qui n'aura pas été prévu. Non, c'est très vrai. Je pense qu'il y a un grand niveau de confiance autour de ce qu'on peut appeler le scénario central, qui est un scénario que j'appellerais décent, avec un peu plus fort aux États-Unis qu'en Europe, mais on éviterait de passer par la phase récessive, alors que ce n'est pas du tout évident, compte tenu de l'Allemagne, on verra par exemple. L'Allemagne, on verra, mais en tout cas, au niveau de la zone dans son ensemble, plutôt une stagnation qu'une vraie récession. Aux États-Unis, une croissance au-dessus de 1%. Ça, c'est assez consensuel. C'est assez miraculeux aussi, parce que si on se rappelle ce à quoi on pensait l'année dernière, on avait vraiment très peur, c'était mon cas, que les politiques monétaires, le durcissement de ces politiques monétaires se traduise par un ralentissement économique majeur. On l'a évité. On l'a évité, Donc, le scénario central, il est consensuel, il est partagé. Avec en plus des entreprises qui ont retrouvé des marges, parce que qui ont quand même, pardon du mot, un peu profité, en tout cas, tirer l'opportunité de l'inflation pour reconstituer elles aussi leurs marges et donc se prémunir de risques futurs. Alors ça, c'est une des questions de 2024 parce qu'effectivement, la première phase du choc inflationniste, ça a été un choc où on a vu effectivement les marges progresser assez fortement. Il y a eu beaucoup de recherches de la BCE en particulier qui montraient qu'au début du choc inflationniste, c'est surtout dû à une restauration des marges. Depuis quelques trimestres, on voit que les choses deviennent un peu difficiles avec un divorce entre les données macro général qui indique plutôt une baisse des marges, alors que ce qui nous vient des marchés financiers, ce qui nous vient des grandes entreprises reste plutôt positif. Donc peut-être un choc du côté des petites. Mais justement, pour continuer à faire atterrir l'inflation, ce qui est l'un des grands sujets de 2024, on a eu le début d'une désinflation en 2023, il faut transformer l'essai en 2024. Probablement, à un moment, ça doit passer par une certaine compression des marges, parce que du côté des salaires, on est toujours plutôt sur une dynamique. Et là, c'est particulier pour la zone euro. Mais malheureusement, on a une productivité en berne. Et lorsqu'on a une productivité en berne, ça veut dire qu'on a des coûts salariaux unitaires qui progressent assez vite. Donc c'est plutôt du côté de la compression des marges que la désinflation future se situe. Bon, et vous, sur l'inflation, vous êtes relativement confiant. On a réussi effectivement à faire rentrer le dentifrice dans le tube, où il y a encore quand même des germes d'inflation un peu structurelle, un peu core, comme dirait Christine Lagarde. Alors je suis relativement confiant avec un certain contraste entre les États-Unis et l'Europe. Je suis très confiant dans la zone euro parce que les derniers chiffres que l'on a eus sur les prix à la consommation nous indiquent que le ralentissement des prix est assez général. Alors qu'aux États-Unis, on a une dichotomie très forte entre ce qui se passe du côté du secteur manufacturier, où on a des baisses de prix, alors qu'on a toujours du prix des services qui reste très robuste, voire qui accélère. Et ça, c'est probablement en ligne avec un marché du travail qui lui-même reste très résilient aux États-Unis. En Europe, je suis plutôt positif. Maintenant, reste-t-il des forces structurelles d'inflation auxquelles on n'avait pas forcément envie de penser il y a 5 ou 10 ans? Possiblement oui. Le coût de la transition énergétique, je pense que le consensus maintenant s'est fait. Ça passe sans doute par une certaine pression sur le niveau des prix. Et puis de l'autre aussi des changements démographiques, avec dans certains cas une rareté de main-d'œuvre. Une rareté de main-d'œuvre qui évidemment change le rapport de force entre salariés et l'entreprise et qui peut se traduire par une augmentation un peu tendancielle des salaires. Bon, alors le pire est donc pour l'instant évité en matière de conjoncture macroéconomique. Alors donc quid de ces événements imprévisibles qui pourraient arriver? On voit toutes ces zones de tension, notamment géopolitiques, évidemment toujours l'Ukraine, évidemment le Moyen-Orient, potentiellement Taïwan. Est-ce que c'est ça? Comment on fait quand on est chef économiste comme vous? Est-ce que désormais vous êtes obligé de produire plusieurs scénarios à chaque fois avec l'hypothèse d'une crise inattendue qui arriverait? Donc le scénario
probable c'est celui-là, mais on ne peut pas éviter celui-là. Oui, non, mais honnêtement, je pense que c'est ça l'intérêt des économistes. Ouais. C'est que, évidemment, on nous demande nos prévisions, on nous demande un sommet central, et lorsque j'en ai un, je le défends. Vous le plaidez, ouais. Mais de plus en plus, effectivement, on nous demande des scénarios alternatifs, parce que là, ce qu'on peut apporter, c'est non pas une précision dans la distribution des probabilités, mais au moins d'essayer d'apporter une espèce de cohérence dans les conséquences. C'est-à-dire si tel choc géopolitique se produit, voilà quels pourraient être les scénarios, les enchaînements macroéconomiques, et donc pour les entreprises, quels seraient les moyens de se prémunir contre les conséquences de ce choc. Ouais. Et c'est vrai que probablement depuis la grande crise financière de 2008-2009, je pense que voilà, le travail des économistes a un peu changé. C'est quoi le top 3 des scénarios de crise potentiels ? Alors on a toujours la possibilité d'une escalade au Moyen-Orient qui se traduirait par un choc pétrolier. Ouais. Pour l'instant, ça ne s'est pas produit, mais ça reste malheureusement dans l'éventail des possibles. Regardons ce qui se passe toujours du côté de la rivalité sino-américaine. Ouais. On a eu le résultat des élections à Taïwan ce week-end. Ça fait partie des éléments. Est-ce que par exemple l'élection de Trump, c'est une incertitude économique ? C'est une incertitude économique pour une raison profonde à mon avis, qui est que, et ça c'est une grande différence par rapport à la première accession au pouvoir de Donald Trump en 2016, à l'époque les États-Unis avaient des marges de manœuvre budgétaires extrêmement fortes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donald Trump avait consenti à des baisses d'impôts assez fortes lors de son premier mandat. S'il redevient président, il aura peut-être envie de les prolonger, et on a déjà des déficits américains qui sont très élevés. Alors il a dit qu'il supprimerait l'IRA, hein. Ça pourrait faire des économies. Hein. Je demande à voir, parce que l'IRA a provoqué un vrai enthousiasme aux États-Unis, une demande extrêmement forte de financement, y compris dans des États républicains. Donc on verra effectivement s'il accède à la présidence, s'il donne suite à cette idée. Bon, je ne vais pas vous demander de prendre votre boule de cristal. Alors peut-être à très court terme, est-ce que la désorientation du trafic maritime en mer Rouge, ça c'est quand même quelque chose qui commence à regarder en termes de hausse des coûts de transport et de désorganisation du système de trafic maritime international? Non, bien sûr qu'il faut commencer à regarder. Alors, on a une expérience récente en la matière, c'est la désorganisation absolue qui s'était produite lors de la réouverture des économies après le Covid. Lorsqu'on regarde des indices de prix sur le coût du fret maritime, même en décembre, lorsqu'il y avait une vraie inquiétude, il n'y a pas eu l'envolée des prix du fret que l'on avait eu à l'époque. Et là, depuis quelques semaines, quelques jours, les choses ont l'air de se tasser. Il faut, sur les prix, il faut rester très prudent. Je crois que le marché, quelque part, fait confiance à l'intervention américaine pour restaurer le libre passage dans la mer Rouge, mais ça reste un des éléments à suivre. Si ça devait escalader, c'est malheureusement l'Europe qui sera en première ligne. Les Américains sont un peu moins dépendants du passage par la mer Rouge et par Suez. Donc ça serait, encore une fois, un élément compliqué supplémentaire pour l'Europe. Dernière question sur l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle ici. Est-ce que c'est un facteur de bouleversement de l'économie, je ne sais pas, en termes d'accélération des gains de productivité, en termes de désorganisation du marché du travail? Est-ce que c'est un facteur que vous prenez maintenant aussi en compte dans vos perspectives? Oui, tout à fait. Et effectivement, c'est peut-être la grande nouveauté de Davos cette semaine. Il y a énormément de sessions là-dessus. Robert Solow vient de mourir, le prix Nobel d'économie. Et Robert Solow est celui qui a le mieux formalisé le fait que l'économie en général, ça dépend de l'évolution de la quantité de travail, l'évolution de la quantité de capital. Et puis souvent, il y a ce qu'on appelle le résidu de Solow, le progrès technique, un changement technologique qui amène un surcroît de productivité, un surcroît de croissance. Et peut-être qu'on en tient un maintenant, et ce serait vraiment une excellente nouvelle. Voilà Gilles Mouek, le chef économiste d'AXA depuis Davos.